L'affaire Europe 1, Historiquement vôtre. Et pour continuer à parler de Marshall Applewhite, nous avons le plaisir d'accueillir l'écrivain qui fait de lui le héros de son roman. Bonjour Quentin Bruet-Ferréol. Bonjour. Bonjour Quentin Bruet-Ferréol, vous êtes fondateur du Triangle, un cabinet de curiosité consacré aux sectes et aux idées bizarres sur le net. Et c'est en découvrant que le site internet de la secte Heaven's Gate était toujours actif, comme vous l'expliquez en préambule de votre premier livre « Dieu est un voleur qui marche dans la nuit », paru aux éditions Bouquin, que vous avez décidé de remonter le fil de cette histoire. C'était quand qu'est-ce que vous avez d'abord découvert avant de remonter le fil avec nous? C'était en 2015, je suis comme à l'accoutumée en train de surfer sur des sites bizarres puisque c'est ma passion, et je tombe sur le site d'Heaven's Gate. En effet, ce site-là, il est comme en 97, il n'a pas changé d'un pixel, alors je me dis c'est pas normal. S'ils sont tous morts en 97, qui est-ce qui paie la note? Pourquoi le site est-il encore en ligne? Alors j'ai envoyé une petite bouteille à la mer, un petit courriel, et quelqu'un m'a répondu qu'il avait été dans le groupe pendant des années, et donc j'ai compris qu'il y avait des survivants. J'ai échangé avec eux, j'en ai trouvé de plus en plus, et j'ai collecté des archives et j'en ai fait un roman qui s'appelle « Dieu est un voleur qui marche dans la nuit ». Vous avez passé près de 6 ans à côté sur la secte de Marshall Applewhite. Qu'est-ce qui vous a au fond à la fois le plus interpellé, peut-être le plus fasciné aussi? Déjà parce que, comme je vous le dis, moi ça fait 15 ans que j'écris sur l'insolite, j'en ai lu des milliers des histoires insolites, et là c'est l'apothéose du bizarre. Vous l'avez vu, là vous avez raconté un passage, je vous assure qu'ils se maintiennent à ce niveau-là pendant 30 ans. Parce que ça dure des années cette secte, des décennies. Ils se maintiennent à ce niveau-là, et en plus c'est un mystère. Au-delà du simple côté bizarre, il y a une énigme, un mystère qui est probablement unique dans l'histoire, c'est qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête ces gens-là? Comment est-ce que 39 personnes se donne la mort de cette manière, avec empressement, même dans la joie, il sourit, il n'y a pas de violence physique, en tout cas sur les rapports de police on ne lit rien, et ça je voulais comprendre parce que c'est unique dans l'histoire. Donc ce que je voulais faire à travers ce roman, c'est me mettre à la place de ces adeptes et plonger le lecteur dans leur vie, essayer de comprendre ce qui fait battre le cœur de ces adeptes-là, qui étaient-ils, d'où venaient-ils, et le faire vivre. Cette aventure hors du commun qu'ils ont vécue, la faire vivre réellement. Parce que cette tragédie-là, cette tragédie Heaven's Gate, je pense qu'elle en dit beaucoup sur l'âme humaine, et notamment ses recoins les plus sombres. Vous auriez pu publier d'ailleurs une enquête sur Heaven's Gate, mais vous avez choisi d'en faire un roman. Pourquoi plus un roman qu'une enquête? Pourquoi ce format? Eh bien, parce que je dirais qu'il faut un roman pour percer l'énigme. Je pense qu'il faut un roman, parce que je ne pense pas que la clé de cette énigme humaine, elle se trouve juste dans les rapports de police. Elle se trouve dans la vie de ces gens, leurs pensées, leur vécu, dans leurs amours même, parce qu'il y a aussi ça, tout ce qu'ils ont laissé derrière. Et le roman, il permet de recréer, de reconstituer cette vie-là. Et donc, le concept de ce roman, c'était de mêler la vraie histoire, dans ses détails les plus terribles, donc il y a vraiment un travail d'enquête, une reconstitution, tout est vrai, et une partie peut-être un petit peu plus romancée, où là je raconte ces destins passionnants, et où forcément on peut s'identifier à tous ces gens, et on le vit comme un roman noir, puisque forcément ces personnes-là ne savaient pas ce qui allait leur arriver avant de croiser la route de Marshall Applewhite. Et ce que je dirais juste pour terminer, c'est qu'un roman, c'est quelque chose qui laisse au lecteur le choix. Il peut décider ce qu'il en pense. Moi, je ne voulais certainement pas rassurer le lecteur avec des réponses, mais le faire se questionner, et du coup le troubler, l'inquiéter. Ça réussit. Et d'autant que Marshall Applewhite et Bonnie Nettles ont tous de personnages de fiction. Et pourtant, hélas, ce sont des personnages bien réels. Dans votre livre, on se rend compte qu'ils se qualifiaient de personnes provenant du niveau supérieur et qui allaient y retourner en vaisseau spatial grâce à une transition du niveau humain. Oui, Stéphane. Vous savez expliquer comment on arrive à de tels actes? Qu'est-ce qui motive un type comme Marshall Applewhite? Est-ce que vous pensez qu'une des raisons, c'est son échec professionnel? Je dirais que c'est un des grands mystères qu'il y a à la source d'Heaven's Gate. Et cette question que vous vous posez là, ce qui est fabuleux, c'est que lui, il se la posait aussi. On a l'image du gourou sûr de lui, qui mène ses ouailles à la baguette. Ce qui est un peu touchant avec ce personnage néfaste, mais il a sa tragédie personnelle. Et cette tragédie personnelle, ça fait que lui, cette question, est-ce que je suis fou? Est-ce que je délire? Il se la pose toute sa vie. Il se la pose quand ça commence, il se la pose même juste avant de se tuer. Et ce qui est absolument unique, incroyable, c'est qu'il la pose à ses adeptes.
Il leur demande. Mais vous trouvez pas que je suis un peu fou? Et ses adeptes Ça, leur c'est très rassurent. atypique pour un gourou, je pense. C'est totalement atypique et c'est ce qui le rend unique. Et à chaque fois, sa tragédie, et c'est que finalement, à chaque fois qu'il a des idées folles, il tombe sur quelqu'un pour le rassurer. C'est la pire chose qui peut arriver, je pense même à tout un chacun. Eh bien, on continue à parler de nos grands gourous et de Marshall Applewhite en particulier avec notre invité Quentin Bruet-Ferréol sur Europe 1. Tout de suite. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. De grands gourous, c'est le point commun de nos personnages cet après-midi dans Historiquement Vôtre. Et là, on parle de Marshall Applewhite avec notre invité Quentin Bruet-Ferréol qui publie « Dieu est un voleur qui marche dans la nuit » aux éditions Bouquin. Vous y décrivez extrêmement bien dans ce livre le suicide collectif organisé donc par Marshall Applewhite. À votre avis, comment il a réussi non seulement, on le disait, à convaincre 39 personnes de se donner la mort, mais en plus de le faire apparemment dans l'excitation et la sérénité? Déjà, comment on sait que ça s'est passé comme ça? On le sait parce qu'on a les images. On a les images et c'est une scène absolument terrible. C'est une scène glaçante et c'est une scène qui est glaçante parce qu'elle est très différente des autres suicides collectifs. Si on le compare à l'autre suicide collectif célèbre, dirons-nous, qui est le suicide collectif du Temple du Peuple en 1978, on a les photos d'hélicoptères, c'est un chaos. Les récalcitrants étaient abattus, c'est un acte de violence pure. Oui. Et là, ce qui est glaçant, c'est que avant de se tuer, ils ont fait la vaisselle, ils ont taillé les haies, ils ont même laissé un mot à leur proprio pour dire qu'ils avaient tout rangé. Et ça, c'est totalement dingue. Et pourtant, c'est vrai. Et la réponse, c'est que pourquoi ils ont fait ça, comment il a réussi à les convaincre? Eh ben, c'est parce qu'ils se sont pas tués. Ils sont partis dans l'espace. Ils y croyaient jusqu'au bout. Ils y croyaient jusqu'au bout. Quelque part, avec son vocabulaire, il a recréé un vocabulaire, il a créé un monde parallèle dans lequel, la planète, il fallait la quitter. Vous l'avez dit tout à l'heure, le corps n'était qu'un véhicule dont il fallait descendre. Tous les mots se sont mis à dire autre chose que ce qu'ils voulaient dire. Et donc, quand ils se sont suicidés, ils avaient la conviction qu'ils n'étaient pas en train de se tuer, que c'était les gens qui restaient sur Terre qui allaient mourir. C'est eux qui se suicidaient. Et c'est pour ça que c'est une fable aussi passionnante. Je trouve que cette histoire-là, qui est dans ce livre, qui est que c'est une fable sur le langage, le danger du langage, le fait que c'est une arme extrêmement puissante. Et aujourd'hui, je pense qu'on le voit avec les réseaux sociaux, le complotisme, le langage rendu fou est une des armes les plus... c'est l'arme du crime aujourd'hui, et notamment de notre époque. Et ce que je trouve le plus fou dans cette histoire, c'est que c'est la puissance du langage qui dépasse une doctrine qui, elle, n'est pas très très puissante. Entre nous, la doctrine, telle qu'on l'a entendue, cette secte avec cette histoire d'extraterrestres, c'est pas une doctrine. En gros, plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Là, on dirait qu'il a vraiment essayé de faire le truc le plus fou qui existe, quoi. Créer sa secte, c'est comme tout. C'est quelque chose qu'on peut réussir, c'est quelque chose qu'on peut rater. On peut être bon, on peut être mauvais. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est que je raconte justement comment il fait avec toutes ces idées-là. Comment on crée sa secte? Si certains sont intéressés, ils pourront avoir des trucs et astuces ici. Et ce qui est fascinant, vous l'avez raconté, c'est qu'au début, ils sont nuls. Ah oui. Marshall et Bonnie, ils sont nuls. Il faut imaginer, parce que ils ont appris qu'ils étaient la réincarnation de Jésus, tout ça, machin. Et ils toquent à des portes au hasard, dans des universités, pour annoncer à des gens, nous sommes la réincarnation, nous sommes envoyés par les extraterrestres, venez avec nous. Au départ, ils font des bides, bien naturellement. Mais c'est comme tout, ils s'améliorent, ils bossent. Et leur premier adepte, c'est une commerciale. Et donc, ils montent leur petite entreprise. Et au bout d'un moment, ils comprennent quelque chose, c'est que pour convaincre des gens, il faut aller chercher des gens qui sont déjà convaincus. Quand on trouve des gens qui sont déjà convaincus, il ne reste qu'à leur donner une petite poussée. Aux États-Unis, la question extraterrestre, elle est beaucoup plus répandue. Et quand ils ont trouvé ça, ça flambe, ça marche. Et c'est pour ça que le besoin de croire, c'est la thématique centrale de ce livre. Mais on sent quand même chez notre gourou une sorte d'obsession pour l'apocalypse, que la Terre va être recyclée. Ça semble d'ailleurs un trait commun avec différents courants sectaires. Pourquoi est-ce qu'ils croient tous en la fin du monde ? C'est vrai qu'il y a toujours un gourou pour prédire l'apocalypse pour demain, après-demain. Et puis à chaque fois, il s'excuse, il dit qu'il s'est trompé dans son agenda. Oups, en fait, c'est plutôt l'année prochaine. Ce qui est très amusant, si on veut, avec Marshall Applewhite, c'est que quand la date se rapproche, à chaque fois, il la retarde, mais au bout d'un moment, il peut plus. Oui. Le suicide collectif, c'est une idée démente, mais c'est une façon d'effacer les témoins.
Parce que forcément, tous les gens qui partent se disent qu'ils ont échappé à l'apocalypse et ils ne sont pas au courant que la Terre a continué de tourner. Donc c'est une idée démente, mais c'est une façon d'effacer les témoins. Pourquoi ça intéresse les gourous ? Parce que forcément, l'apocalypse, ça veut dire que vous allez vivre la fin de l'histoire, que vous allez de votre vivant obtenir tous les secrets. L'apocalypse, c'est pas forcément un événement négatif. Pour une élite, c'est positif. Et donc, annoncer un apocalypse, c'est annoncer qu'il y a une élite et promettre à des gens qu'ils en feront partie. Alors justement, quel était le profil des victimes ? On a souvent cet a priori, peut-être un peu bête, qu'un membre d'une secte est une personne simple d'esprit, influençable en tout cas. Est-ce que c'était le cas ici ? Je vais vous dire, c'est un peu comme les tueurs en série. On dit souvent, oui, un tel, c'est un monstre, il n'est pas comme nous, il n'est pas humain. C'est pas vrai. C'est pareil pour les adeptes. Malheureusement, ils sont comme nous. Et c'est un peu un mécanisme de défense. On dit, c'est des idiots, moi, je suis à l'abri. C'est un faux mécanisme de défense, faut pas croire ça. Par exemple, pour Heaven's Gate, si vous êtes, et c'est le cas de mes personnages, un petit peu dans la lune, que vous aimez bien regarder les étoiles en vous disant qu'il y a peut-être quelqu'un là-haut et peut-être que cette personne vous regarde, si vous rêvez d'un monde parfait, si vous rêvez du paradis, et quelque part, vous auriez pu faire partie de ces gens qui sont beaucoup plus semblables à nous qu'on le pense. Et c'est ça que je voulais faire avec ce roman, c'est aller à la rencontre de ces gens-là, essayer de comprendre qui ils étaient, pourquoi ils nous ressemblent la plupart du temps. Ce sont des idéalistes, ce sont des gens qui sont justement très résilients parce qu'ils restent pendant des années, ils ont la niaque, ils veulent y arriver et c'est même de très bons élèves. Et à la fin, c'est vraiment ce que je trouve passionnant, c'est en allant à la rencontre de ces gens étranges, on se rend compte de ce qu'ils ont de profondément humain, de très attachant, et c'est ce que je voulais faire à travers ce roman, c'est plonger dans l'étrange pour aller trouver le familier. Mais à l'époque, quand même, il y a déjà des antécédents avec des sectes, notamment en Californie, la famille de Charles Manson, le massacre de Johnstown en 78. Comment on explique que ces sectes prennent autant de place en Amérique ? Personne ne prend la mesure du phénomène à l'époque ? Il faut le dire, c'est que chaque société a sa définition du mot secte. Il faut quand même le rappeler, chaque société a sa définition aussi de sa manière de lutter contre les sectes. En France, on préfère le terme de dérive sectaire pour plein de raisons. Mais aux États-Unis, ce qui est important pour eux, pour cette société-là, c'est le Far West spirituel. C'est la liberté de croyance qui est importante. Par exemple, Heaven's Gate, dans mon livre, je le raconte, à plusieurs reprises, essaie d'attirer l'attention des autorités. Pour le dire simplement, parce qu'ils ont envie de mourir. Ils ont envie d'être persécutés. Parce que le gourou, s'il n'est pas persécuté, s'il n'attire pas l'attention, c'est que ça ne marche pas, sa boutique. Malheureusement, il n'y arrive pas. Ils ont tout essayé, ils se sont procurés des armes, ils ont même annoncé dans des journaux qu'ils allaient se suicider, mais dans leur langage un peu particulier. Tout le monde s'en fichait. Parce qu'aux États-Unis, si vous voulez croire en quelque chose, c'est votre problème. En France, c'est très différent. On est le pays républicain, séparation de l'Église et de l'État. Bien entendu, on veille davantage à l'autonomie des individus qu'à leur liberté de croyance. Et c'est cet équilibre-là. C'est assez passionnant, je pense, sur ce qu'on apprend sur la société américaine, parce que ces groupes marginaux, ils nous apprennent beaucoup de choses. Ce sont des miroirs qui reflètent toutes les tendances cachées des sociétés. Et ces miroirs obscurs, ces miroirs dans lesquels on n'a pas envie de se regarder, je pense qu'au contraire, il faut regarder dedans. Alors, on l'a dit, le suicide collectif des membres d'Heaven's Gate, c'est le plus spectaculaire du XXe siècle. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours un traumatisme pour les Américains, cette histoire ? Les Américains, vous les connaissez, ils ont trouvé plein d'autres histoires pour se traumatiser depuis. Ils sont passés à autre chose. Par contre, c'est vraiment beaucoup inscrit dans la mémoire collective. Je dirais qu'Heaven's Gate, je parlais de miroirs à l'instant, et tous les groupes marginaux, ce sont des miroirs qui reflètent non seulement les aspects cachés d'une société, mais aussi qui prédisent l'avenir. Et quand on regarde Heaven's Gate, on comprend beaucoup mieux la société américaine. Heaven's Gate, c'est la première secte de l'époque d'Internet. C'est la première secte qui a recruté sur Internet. C'est une des premières sectes qui a, comme ça, émis du complotisme, des recettes nutritionnelles miracles, qui se posait plein de questions sur la sexualité et même le genre. En comprenant Heaven's Gate, en regardant cette secte bizarre, on en apprend énormément sur notre époque, y compris aujourd'hui en France. Moi, j'aurais adoré. Et... Vous aurez adoré quoi ? Faire partie de la secte ou me faites peur, Stéphane ? Lire les messages des survivants. Ah oui. Savoir ce qu'ils ont dans la tête, quand même. Quel regard ils portent là-dessus ? Ils se sont dit qu'ils ont raté le train. Enfin, je veux dire... C'est exactement la formule. C'est « j'ai raté le bus ». Ouais. C'est exactement ça, j'ai raté le bus. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs qui ils ont pas du tout tourné la page de Marshall. Ils ont l'impression d'avoir raté le bus et certains sont montés dans le bus après
Je le raconte dans mon livre. Il y a plein de choses qu'on connaît pas, énormément de choses on connaît. Le grand événement, mais voilà, c'est un roman noir où on va découvrir énormément de choses de l'histoire secrète de cette secte, parce qu'il y a beaucoup de survivants jusqu'à aujourd'hui. Ils tiennent ils sont aujourd'hui sur des groupes Facebook, sur des groupes Instagram, et ils commémorent, mais ils pensent qu'ils ont raté, notamment le suicide où il y avait une comète qui passait dans le ciel. Malheureusement, cette comète ne repasse que dans 2000 ans. Ah oui, donc il va falloir qu'ils soient un petit peu patients. Ouais. Merci beaucoup, Quentin Brouet-Ferréol. Faut l'avouer, ça nous fascine. Oui, de nous avoir éclairé sur ce personnage d'une autre dimension. Je rappelle votre premier roman qui vient de paraître chez Bouquin, Dieu est un voleur qui marche dans la nuit, ainsi que votre cabinet de curiosité spécialisé dans les objets sectaires et ésotériques, Triangle avec un Y, qu'on peut consulter en ligne. C'est autorisé, on se fait pas repérer après si on consulte votre site. Je pense se faire repérer pour tout aujourd'hui. Il faut assumer. Faut assumer. D'accord. La curiosité, c'est un très bon défaut. Très bien, merci beaucoup. Europe 1, historiquement vôtre.